On commence. On commence. OK. Donc, on poursuit notre TD. Donc, on est arrivé à la constitution du système nerveux périphérique. On a donc les racines. Donc, c'est la racine antérieure et postérieure. Alors, antérieure, c'est motrice. Et postérieure, c'est sensitive. C'est ce qu'on appelle les racines spinales ou bien rachidiennes. La fusion des deux racines va donner ce qu'on appelle les nerfs rachidiens qui sortent du truc de conjugaison, ou bien les nerfs spinaux. Et ces racines vont s'entrecroiser avec eux, vont fusionner pour former ce qu'on appelle les plexus. On a quatre plexus majeurs, plexus cervical, plexus brachial qui est destiné au membre supérieur, l'ensemble du membre supérieur de sa racine à l'extrémité. Cervical, c'est pour essentiellement donc, la région cervicale et éventuellement une petite partie de la face. Et enfin, l'extrémité céphalique, les deux plexus destinés au membre inférieur, lombaire, donc pour l'ensemble du membre inférieur, et sacré pour la région pelvienne. Alors, le tendon nerveux, on a donc chaque segment donc, des tendons nerveux qui sont destinés au membre supérieur et des tendons nerveux qui sont destinés au membre inférieur. Donc, ça, j'ai énuméré l'ensemble de ces nerfs qui sont destinés pour chaque membre et qui sont branches de ces plexus. En fait, on peut avoir un nerf, par exemple, qui comporte des racines chevauchantes entre, par exemple, entre le nerf radial et le nerf médian. On peut avoir habituellement le C6 qui est en commun. Mais souvent, par exemple, ulnaire, c'est habituellement C8, C8T1. Donc, il a deux racines qui sont à ce niveau que le constitue. En fait, l'origine d'un nerf, c'est le neurone, donc la cellule neuronale, qui peut être motrice ou bien sensitive, ou bien éventuellement d'autres spécialités. Mais essentiellement, ces neurones périphériques, ou bien ces neurones qui siègent au niveau soit du tronc cérébral, les noyaux des nerfs crâniens, soit au niveau de la moelle, soit la corne antérieure pour le nerf moteur, soit le ganglion postérieur de la moelle pour le nerf sensitif, et éventuellement comment s'appelle, les cônes latéraux pour le système autonome. Donc, ces accents, les accents de ces neurones vont former ce qu'on appelle le nerf, qui va être bien sûr myélinisé. Quand il est bien myélinisé, il va avoir une vitesse de conduction nerveuse plus rapide. Quand il est peu myélinisé, il va avoir une vitesse de conduction moins rapide. Alors, mais sur la fin de compte, le nerf, il constitue de centaines, voire de milliers d'axones. En fait, ces axones sont rassemblés, entourés. Chaque faisceau est entouré par donc une enveloppe, ça s'appelle un petit peu l'endonerve. Et par la suite, cette endonerve, donc on va avoir ces fascicules vont s'associer entre eux pour être entourés par ce qu'on appelle la périnerve. Et cette périnerve va être encore entourée par ce qu'on appelle l'épinnerve. Ça, c'est la constitution d'un nerf quand on le coupe de façon histologique. Et ça, c'est un schéma qui vous schématise un petit peu la sortie des racines donc antérieures et de la racine postérieure, rachidienne bien sûr, qui vont fusionner pour former les nerfs spinales, bien nerfs rachidiens. Ça, c'est un schéma global pour l'ensemble des plexus. Donc, ça, vous voyez le plexus brachial, donc provenant de la fusion de plusieurs racines. Et ça, c'est le plexus lombaire qui est constitué par la fusion de plusieurs racines. Et on a bien sûr les nerfs intercostales. Chaque racine donne un nerf intercostal, donc à destination sensitive et motrice éventuellement. Et bien sûr, on a les systèmes sympathiques et parasympathiques. Ça, c'est le système sympathique, ce que vous voyez jusqu'à L1. Et ce que vous voyez en bas, c'est le système parasympathique. Donc, système sympathique, il va innerver l'ensemble des viscères, la musculature lisse, éventuellement des glandes sudorepas, glandes salivaires, ainsi de suite, éventuellement les branches du. Alors, la sémiologie du système nerveux périphérique, c'est-à-dire le syndrome neurogène périphérique, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemble des symptômes liés à l'atteinte du neurone moteur périphérique et du nerf sensitif. C'est-à-dire l'ensemble de la symptomatologie liée à la lésion de l'ensemble de la boucle, ça veut dire du nerf moteur à partir de la racine, à partir de sa sortie de la racine, du neurone, donc au niveau de la corne antérieure de la moelle, jusqu'au niveau de l'extrémité des membres ou bien des organes cibles, éventuellement les éléments affecteurs, ça veut dire les neurones affecteurs et les fibres affectrices, jusqu'au niveau, donc au niveau de ganglions postérieurs de
ganglion rachidien postérieur, où siège le neurone sensitif. L'ensemble de la tête de ce système constitue donc le syndrome neurogène. Le syndrome neurogène, il va avoir donc des signes moteurs et des signes non moteurs. Les signes moteurs, ça peut s'exprimer par une paralysie, qui est le symptôme majeur habituellement le plus grave. C'est essentiellement un déficit de la force musculaire. Il sera apprécié par un bilan musculaire, un testing pour apprécier cette force. Le testing musculaire est coté, c'est le spécialiste habituellement qui le fait, de 0 à 5. 0, c'est quand absence de tout mouvement et toute contraction. 1, c'est quand on a une contraction mais qui n'arrive pas à donc vaincre la pesanteur. 2, quand le patient arrive à déplacer son membre contre la pesanteur. 3, c'est quand il commence à faire une résistance contre un objet, donc, mais cependant elle est vaincue. 4, c'est quand on a un petit déficit, mais il ne peut pas résister à une grande résistance. 5, c'est une force normale. Alors, ça, c'est la paralysie en fin de compte. Ce qui est important à rechercher dans la paralysie, il faut toujours rechercher le mode d'installation et les circonstances d'apparition de cette paralysie, surtout la notion de traumatisme éventuellement. Également, il faut toujours rechercher la topographie et l'existence ou bien le siège des signes sensitifs associés. C'est très important. Dans la tête neurogène périphérique, il faut essayer de voir en même temps la paralysie, mais également de rechercher une lésion sensitive, une anomalie sensitive qui nous aide pour spécifier l'endroit lésé au niveau de notre système nerveux périphérique et orienter un petit peu les bilans étiologiques à ce niveau afin de retrouver une cause et la traiter de façon efficace et précoce. Alors, la deuxième caractéristique des signes moteurs, c'est qu'il y a une hypotonie, il y a une flaccidité, il y a une diminution du tonus musculaire, ce qui fait qu'on va avoir ce qu'on appelle la paralysie, elle est flasque dans l'atteinte neurogène périphérique. La paralysie, elle est toujours flasque, elle n'est jamais spastique, c'est spécifique pour l'atteinte neurogène périphérique. Alors, les réflexes tendineux sont diminués, les réflexes ostéotendineux sont diminués ou abolis, mais ils ne sont abolis que dans le territoire affecté par la lésion, c'est-à-dire le territoire qui concerne le nerf donc lésé, nerf moteur, éventuellement le nerf sensitif, mais essentiellement donc une rupture de l'arc réflexe. Alors l'amyotrophie, l'amyotrophie est un quatrième signe qui est très important à rechercher. Toujours quand on a une suspicion de l'entête neurogène, on doit apprécier l'atrophie des muscles, donc innervés par le nerf touché. Et la situation après un certain temps, après coupure de l'innervation des muscles après un certain temps, après un certain délai, quelques semaines, à partir de la quatrième semaine habituelle, on va avoir une masse musculaire diminuée et réduite. Alors, en fonction de la sévérité de l'écran, ça peut être même les premiers signes qui peuvent apparaître secondaires à une lésion du nerf périphérique. Les fasciculations, qui sont des contractions spontanées des fibres musculaires du fait de la dénervation. Et ça, on les voit soit de façon spontanée, sont rapportées par le patient, on sent des trémulations sous la peau, ou bien parfois provoquées par la percussion du muscle concerné par cette paralysie ou bien par cette atteinte neurogène périphérique. Et ça se voit essentiellement dans les atteintes. C'est un élément donc spécifique pour l'atteinte de la corne antérieure de la moelle. C'est très important à le rechercher. Quand on le trouve, déjà, on localise le siège de la lésion du système nerveux périphérique. Alors, les signes sensitifs sont très importants. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours les rechercher pour spécifier l'endroit ou bien l'étage touché au niveau de notre système nerveux périphérique et même parfois pour l'atteinte médulaire en elle-même. Alors, le premier symptôme, c'est les douleurs. C'est classique, c'est le premier symptôme qui est rapporté par les patients habituellement. Ça pourrait être des douleurs à type radiculaire qui sont décrites comme étant une décharge électrique sur un trajet dans le territoire de là où des racines touchées. On a également, la douleur peut déclencher par certains mouvements manœuvres. Par exemple, manœuvre de la ZEC, c'est une donc c'est une flexion donc abdominale du membre inférieur en hyperextension. Donc, quand on fait cette flexion donc, du membre inférieur sur l'abdomen, quand il est en état d'hyperextension, ça déclenche une douleur. À l'état physiologique, il n'y a pas de douleur. Quand ça déclenche une douleur, ça témoigne qu'il y a une atteinte des racines qui sont destinées au membre inférieur, soit le L4, soit le L5, soit le S1, éventuellement, qui peuvent être endommagés. Deuxième signe, c'est les paresthésies. Paresthésie, ce n'est pas des douleurs, c'est des sensations de fourmillement souvent,
c'est un peu désagréable pour le patient. L'exemple type qu'on donne de fourmure, c'est quand on s'accroupit, par exemple, pendant un certain temps, ou bien on fait une pression sur un membre un certain temps, et par la suite, on le relâche. On a cette sensation donc de déplacement de fourmis sur la peau. Et ça, c'est typiquement lié à l'atteinte de la voie de la sensibilité des nerfs périphériques. On peut avoir un signe très particulier, c'est l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est donc perception donc perception exagérée d'une stimulation superficielle. Quand on fait une stimulation, par exemple, un petit pincement, alors que normalement ça ne devrait pas déclencher de douleur intense, le patient ressent une douleur extrême. Hein. C'est l'hyperesthésie, donc stimulation douloureuse minime déclenche des douleurs qui sont intenses. À l'hypoesthésie, donc c'est une diminution de la perception donc de la sensibilité, aussi bien tactile, ça veut dire le tact, donc, ou bien douloureuse, la diminution de la perception douloureuse, ou bien thermique, ça veut dire ne pas sentir le chaud et le froid. Et bien sûr, dans l'atteinte du système nerveux périphérique, cette hypoesthésie, elle est vraiment cantonnée ou bien limitée dans le territoire du nerf ou bien de la racine concernée par la lésion. On peut avoir également des troubles vasomoteurs. Ces troubles vasomoteurs sont secondaires à l'atteinte du système autonome habituellement. Et ça s'exprime par un œdème, apparition d'un œdème au niveau des membres, ou bien une cyanose, et éventuellement des troubles trophiques. L'exemple type qu'on donne, c'est une desquamation, une perte des poils, hein, éventuellement une atrophie de la peau. Tout ça, on peut les avoir quand on a une atteinte du système autonome, accompagnant donc les maladies du système nerveux périphérique. On a également les troubles dysautonomiques spécifiques qui sont dus à des perturbations du contrôle de certaines fonctions essentielles de notre corps, à savoir la fonction respiratoire, cardio-circulatoire, éventuellement sphinctérien. Dans cette situation, on peut avoir des troubles respiratoires dans le sens dyspnée, donc une modification du rythme respiratoire et incapacité de faire les mouvements respiratoires. Cardio-circulatoire, on peut avoir des hypotensions. D'ailleurs, classiquement, on dit hypotension orthostatique, hein, du fait des modifications des modalités de contrôle de la pression artérielle par action sur sur les artères périphériques. Et enfin, les troubles sphinctériens, comme par exemple une incontinence urinaire. Le patient n'arrive plus à contenir ses urines, n'arrive plus donc à contrôler son sphincter urétral pour uriner, ou bien parfois une incontinence rectale, éventuellement. Alors, on a vu un petit peu l'ensemble des signes donc, de l'atteinte du système nerveux périphérique. Comment reconnaître donc, le siège de la lésion en fonction de la sémiochimie? Donc, c'est pour ça que les atteintes des nerfs périphériques peuvent être limitées à un seul nerf, ou bien à une racine, ou bien intéressant plusieurs racines et nerfs. Donc, quand elle est limitée à un seul nerf, c'est ce qu'on appelle les lésions panculaires, ça se dit également mononeuropathie. Les mononeuropathies, ça veut dire atteintes d'un seul nerf, sont souvent d'origine traumatique ou lésionnelle, soit par compression, soit par lésion, parfois même chimique locale. On peut avoir des lésions également à une racine. Habituellement, les lésions d'une racine sont en rapport avec une compression liée beaucoup plus à soit protrusion discale, soit une hernie discale, ou bien une pathologie au niveau thoracique, soit lombaire, qui peuvent comprimer la sortie des racines, parce que je vous ai dit les racines, il y a un nerf spinal, sortent du trou de conjugaison, et au niveau de ce trou de conjugaison, on a un contact de la racine avec une partie du disque intervertébral, ce qui fait qu'on peut avoir donc des souffrances à ce niveau. Également, les atteintes, en fonction de la topographie, peut intéresser l'ensemble des racines constituées d'un plexus, c'est-à-dire l'ensemble des racines d'un plexus, par exemple le plexus cervical. Toutes les racines de ce plexus peuvent être atteintes, ou bien le plexus en lui-même, et c'est pour ça qu'on dit lésion plexique. Alors, habituellement, les atteintes plexiques sont asymétriques. Et quand on a des atteintes asymétriques, ça veut dire atteinte, par exemple, d'un plexus d'un côté, et de l'autre côté, on a une atteinte partielle du
d'un autre plexus, par exemple, ou bien on peut avoir ce qu'on appelle atteinte de plusieurs nerfs de façon éparpillée. Ça, c'est des pathologies particulières également qui se voient dans un cadre systémique. C'est ce qu'on appelait auparavant les multinevrites, maintenant les mononeuropathies multiples. Je vous donne un exemple. Par exemple, on vient avec une atteinte du nerf médian au membre supérieur, du nerf droit, du nerf radial au niveau du membre supérieur gauche et du nerf, par exemple, fémoral au membre inférieur droit. Donc, il y a 3 nerfs qui sont touchés, mais de façon éparpillée. Et ça, c'est ce qu'on appelle typiquement la mononeuropathie multiple. Également, dans cette situation, l'installation de la symptomatologie n'est pas concomitante. Ça veut dire qu'il faut commencer par une atteinte du nerf médian au membre supérieur droit. Par la suite, il fait l'atteinte radiale du nerf radial du membre supérieur gauche. Et enfin, ça se termine parfois par un autre nerf, soit au membre inférieur. Donc, par exemple, le nerf fémoral, comme l'exemple qu'on a donné. Ça peut être également une atteinte diffuse, avec une répartition distale sensitivo-motrice prédominante au membre inférieur. Ça, qu'on appelle les polyneuropathies. Donc, quand on a une atteinte bilatérale, symétrique, plusieurs nerfs périphériques, on dit polyneuropathie. Quand c'est une atteinte asymétrique et asynchrone, ça veut dire que ça ne survient pas de façon concomitante, c'est une mononeuropathie multiple. Polyneuropathie, c'est symétrique et souvent en même temps. Mononeuropathie multiple, c'est asymétrique et donc asynchrone, ça ne se vient pas en même temps. L'atteinte également peut concerner l'ensemble des nerfs et des racines. Ça, c'est ce qu'on appelle la polyradiculoneuropathie. Vous en avez un cours sur ça dans votre module. Donc, quand on a une atteinte des racines et des nerfs périphériques, ça s'appelle la polyradiculoneuropathie ou bien ce qu'on appelait antérieurement polyradiculoneuropathie. Alors, on commence par les atteintes radiculaires. Quel est le symptôme particulier ou bien les signes qui sont spécifiques à l'atteinte radiculaire? Alors, le symptôme majeur, c'est la douleur. C'est très particulier. Alors, la douleur, elle est très particulière parce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est une décharge électrique, mais elle est particulière surtout par son trajet. C'est le territoire de la racine lésée. Par exemple, l'exemple qu'on donne, c'est par exemple l'atteinte de la racine C4, par exemple, ça touche le moignon de l'épaule. Hein? Donc, la région cervicale, jusqu'au niveau du moignon de l'épaule. Ça, c'est habituellement C4. Un autre exemple, c'est le plus classiquement retrouvé, c'est la racine L5. L5, son territoire sensitif, donc on va avoir une douleur radiculaire avec type de décharge électrique tout au long du bord externe de la cuisse, le bord externe également au niveau de la région péroniale de la jambe, jusqu'au niveau de la face dorsale, donc un petit ruban au niveau de la face dorsale du pied, jusqu'au niveau du majeur, c'est-à-dire le gros orteil. Ça, c'est un territoire de la racine L5. S1, par exemple, c'est de la région fessière, tout au long de la partie postérieure de la cuisse et de la jambe, jusqu'au niveau du tendon d'Achille. Ça, c'est un exemple de trajet. Donc, le trajet particulier et limité dans un territoire de la racine est un élément d'orientation vers l'origine radiculaire de la symptomatologie. Un autre élément dans l'orientation vers l'atteinte radiculaire, les circonstances de déclenchement. Habituellement, ça se déclenche quand on a soit un étirement de la racine, je vous ai parlé tout à l'heure de la manœuvre de la ZEG, ou bien quand on a une augmentation de la pression au niveau du canal rachidien. Et pourquoi? Parce qu'à la fin de compte, les racines passent une petite partie de leur trajet au niveau en intracranalaire. Et quand on a augmentation de cette pression, ça peut un petit peu irriter le nerf et ça déclenche une douleur. Les moments d'irritation, c'est habituellement quand on a la toux, l'effort physique, la défécation, éventuellement le rapport sexuel. Ça déclenche parfois des douleurs qui sont de trajet radiculaire quand on a une lésion à ce niveau. Ça s'associe également avec des paresthésies, un déficit sensitif dans le territoire des racines toujours. Et le déficit moteur est habituellement modéré. Ça, c'est caractéristique dans l'atteinte radiculaire. C'est-à-dire le déficit en lui-même. La paralysie, elle est presque inexistante, elle est vraiment très discrète. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous ai dit qu'à la fin de compte, les nerfs périphériques qui vont être destinés au niveau des muscles, ils sont formés par la fusion de plusieurs racines. Et c'est pour ça donc on ne va pas avoir une paralysie à cause d'une seule racine. On va avoir une paralysie quand on va avoir une atteinte de plusieurs radiculaires ou bien du tendon nerveux périphérique.
Et ça, c'est un moyen de compensation et un moyen d'évitement de la paralysie lié à une atteinte donc radiculaire. Un autre élément très particulier, les réflexes tendineux sont également abolis ici. Ici, c'est facilement, on va avoir une abolition des réflexes correspondant à la. Par exemple, l'exemple type qu'on donne, alors on a le C4, le réflexe deltoïdien au niveau de l'acromion, ça veut dire au niveau de l'épaule. On a également le racine L4 pour le réflexe rotulien. On a le réflexe achillien, ou bien S1, la première racine sacrée. Ça, c'est des exemples donc pour l'origine des arcs réflexes donc correspondant au niveau des membres. Donc, ça, c'était les réflexes orthodynamiques qui sont absents quand on a une lésion radiculaire. Donc, si on résume un petit peu, vous avez la douleur radiculaire à type décharge électrique dans un trajet spécifique. Vous en avez également les circonstances de déclenchement sont importantes, c'est-à-dire à l'occasion d'un effort, d'étirement, ou bien un effort d'augmentant la pression intra-rachidienne. Les paresthésies qui sont limitées et le déficit sensible qui sont dans le territoire de la racine. Le déficit moteur est habituellement très modéré, voire absent, et l'abolition des réflexes correspondant, un réflexe ostéotendinique correspondant à la racine ou bien aux racines lésées. Alors ça, c'est un tableau récapitulatif sur l'ensemble des racines, comment ils sont. Ça, c'est à titre d'information pour vous. J'ai mis ici la topographie de la douleur pour chaque racine, le déficit sensitif correspondant, le déficit moteur et le mode de test. Je donne un exemple pour chaque membre. Par exemple, au niveau C6, hein, c'est habituellement la topographie de la douleur, c'est au niveau du coude, de l'épaule jusqu'à la face externe du bras et de l'avant-bras. Déficit sensitif, c'est bord externe de l'avant-bras et du pouce. Et quand on a un déficit moteur, c'est un déficit du biceps et le long supinateur, c'est-à-dire le mouvement de supination et de flexion du biceps peut être légèrement atteint, voire discrètement atteint. Et habituellement, donc, le mode de test, on demande au patient de faire une flexion de l'avant-bras sur le bras. Un autre exemple, au membre inférieur, par exemple, le L4, la topographie de la douleur, c'est une douleur au niveau des fesses, au niveau de la face antérieure de la cuisse, antéro-interne de la jambe. Et le déficit sensitif est très discret, voire absent, parce que cette région est innervée par plusieurs racines, c'est pour ça qu'on ne sent pas quand on a une tête un seul racine. Mais par contre, le déficit moteur peut être important, parce que le L4 innerve un gros muscle qui est le quadriceps et le jambier antérieur. Surtout le quadriceps, on va avoir donc l'extension de la jambe sur la cuisse qui est déficitaire, ou bien la flexion dorsale du pied également qui peut être déficitaire. Surtout l'extension de la jambe sur la cuisse peut être déficitaire par la tête uniquement de la racine L4. Donc, ça, un exemple pour chaque membre pour essayer de vous donner un petit peu la sémiologie. Elle est assez riche quand même pour chaque racine. Quand on a une atteinte pluriradiculaire, comment ça va s'exprimer? En fait, on a des tableaux classiques. On a par exemple l'atteinte pluriradiculaire se voit habituellement de façon compressive dans des endroits bien spécifiques. L'exemple type, c'est le syndrome de queue de cheval. La queue de cheval, c'est les dernières racines qui naissent au niveau de la moelle. Ça va partir de L2, donc de la deuxième racine lombaire, jusqu'au niveau de S5, donc la région sacrée. Ça s'appelle la queue de cheval, parce que ça a un aspect de queue de cheval. Si vous allez revenir un petit peu au schéma précédent, vous allez le voir. Donc, l'ensemble des racines qui sont touchées de L5 peuvent s'exprimer par une sémiologie très particulière. Alors, quand c'est complet, quand toutes ces racines sont touchées, vous allez avoir les douleurs radiculaires classiques, les paralysies sans flasque, et ça concerne les membres inférieurs, donc les deux membres inférieurs, avec une anesthésie très particulière. Cette anesthésie, elle est plus marquée au niveau de la région des organes génitaux et au niveau de la région du périnée. Et on va voir également une abolition des réflexes rotuliens, achilliens et bulbo-anal. Donc, tout l'ensemble des réflexes au niveau de la région des membres inférieurs et de la région génitale sont abolis du fait de l'atteinte globale de cette queue de cheval. Donc, l'atteinte globale, elle est vraiment dramatique, malheureusement. Et c'est pour ça, souvent, en réalité, on a de façon. Donc, excusez-moi, on a une atteinte parcellaire, c'est-à-dire une atteinte, parce qu'à fin de compte, il y a 3 étages dans
queue de cheval, étage supérieur, moyen, inférieur. Quand on a une atteinte globale, c'est ça la sémiologie, donc douleur radiculaire, paralysie flaccide de membres, insuffisance sel et atteinte donc, des organes génitaux avec abolition des réflexes et des troubles sphinctériens qui sont très particuliers avec rétention urinaire, surtout quand on a une atteinte brutale. Et sinon, dans les atteintes donc progressives, c'est une incontinence par regorgement. Alors, après les syndromes radiculaires, on voit les syndromes tentaculaires, c'est-à-dire l'atteinte des nerfs périphériques qui sortent après les plexus. C'est les dérivations ou bien les subdivisions terminales des plexus. Alors, le syndrome tronculaire constitue l'atteinte isolée d'un tronc nerveux. Alors, le signe majeur ici, c'est le déficit moteur. Ce n'est pas la douleur, c'est beaucoup plus le déficit moteur qui a une topographie concernant le territoire innervé par le nerf concerné. Si on a une atteinte du nerf médian, on va avoir un déficit au niveau de la main et des muscles innervés par ce nerf. Et quand on a une atteinte du nerf radial, par exemple, on va avoir un déficit au niveau des muscles concernés par l'atteinte du nerf radial. Il touche la totalité ou presque l'ensemble du nerf, donc au-dessous de la lésion. Ça dépend du niveau de la lésion, on va voir ça. Ça revient un petit peu au siège lésionnel qui va donc définir la gravité de la situation. Deuxième conséquence après le déficit moteur, c'est la myotrophie. La myotrophie en fonction du degré d'énervation, parce que je vous ai dit à la fin de compte, le nerf est formé par des centaines d'axones, voire des milliers d'axones. Plus ces axones sont coupés, plus ils sont lésés, plus la myotrophie va être plus rapide et plus sévère. Plus la lésion est moindre, petite, c'est-à-dire on peut avoir l'atteinte d'une dizaine d'axones, ou bien une vingtaine d'axones, ou bien une cinquantaine d'axones, une partie moins importante, ça va donner une amyotrophie moins importante. Donc, plus la lésion est importante, plus la dénervation est importante, plus la myotrophie est sévère. Les troubles sensitifs, donc habituellement, c'est des paresthésies, c'est les plus fréquemment donc, rencontrés dans le territoire du nerf, rarement des douleurs. Ici, les douleurs sont moins importantes que dans l'atteinte radiculaire. Alors, le déficit sensitif intéresse toutes les modalités, c'est-à-dire tactile, douloureuse et thermique. Donc, dans les atteintes neurogènes tronculaires périphériques, toutes les modalités de sensibilité sont atteintes. Les principales nerfs concernés par l'atteinte, c'est le nerf médian, le nerf cubital. Alors, le nerf médian, habituellement, ces nerfs sont touchés dans les zones où on a un rétrécissement anatomique. L'exemple type, c'est le nerf médian, puisque le nerf médian passe au niveau du ligament annulaire donc des poignets, et c'est une zone qui est ligamento-osseuse. Elle est vraiment rétrécie. Avec l'âge, on peut avoir un petit rétrécissement, ce qui fait qu'on va avoir une compression de ce nerf et on va avoir une sémiologie spécifique. La même chose pour le nerf cubital ou bien le nerf ulnaire ou bien le nerf radial. Alors, également pour le nerf sciatique poplité externe au niveau du col du périnée. Alors, un exemple pour chaque nerf. On va donner un exemple pour l'atteinte du nerf radial, puisque quand même c'est une sémiologie très particulière. Le syndrome moteur, bien les signes moteurs de l'atteinte du nerf radial s'expriment par un déficit de l'extension, ça veut dire que ça touche les extensions à la fin de compte de l'ensemble du membre supérieur, une extension de l'avant-bras sur le bras, du poignet et de la première phalange sur les métacarpiens, et on a également un déficit de l'abduction du pouce, de la supination du poignet et de la flexion de l'avant-bras sur le bras par paralysie du long supinateur. Donc, vous voyez, c'est un déficit essentiel qui va porter sur les extenseurs du membre supérieur ou le nerf radial. Et sur le plan réflexe, on va avoir une abolition des réflexes ostéotendineux tricipital, le C7, et le stylo-radial, donc habituellement le C6. Donc, c'est ça la sémiologie spécifique de l'atteinte du nerf radial. Sur le plan sensitif, vous allez avoir une hypoesthésie qui touche la région dorsale du pouce, de la main et de la première phalange de l'index. La différence entre une atteinte radiculaire C7, puisqu'à la fin de compte, le nerf radial, c'est un C6, C7, ou bien des variantes anatomiques qu'on peut appeler C7, C8, mais actuellement, c'est la racine C7 est la racine principale dans le nerf radial. La différence, elle est importante quand même. Quand on a une atteinte radiculaire,
une atteinte tentaculaire du C7. En cas d'atteinte du C7, il y a une abolition du réflexe récipital et pas de déficit du long supinateur. Parce que le long supinateur, ça dépend de la racine C6. C'est pour ça. Le déficit du long supinateur n'existe pas dans l'atteinte du nerf de la racine C7. Alors, un exemple au membre inférieur, c'est signe clinique de l'atteinte de la sciatique poplitée externe au niveau du col du périnée. Vous connaissez le col du périnée, parce que le périnée, c'est un os parallèle du tibia, donc il a la tête, et par la suite le col juste au-dessus de la tête, siège au-dessous du plateau tibial, et donc c'est là où passe exactement le nerf, ce qu'on appelle le nerf sciatique poplité externe, ou bien ce qu'on appelle maintenant, c'est le nerf fibulaire. On a les signes moteurs, on aura un déficit portant sur l'extension des orteils et la flexion dorsale du pied, responsable d'un signe spécifique qui est le steppage. Le steppage, c'est quand on passe en marche, n'arrive plus à donc relever sa plante du pied. Donc, il touche les doigts, donc touche toujours, ou bien les orteils, par exemple, touchent toujours le parterre. Et donc, il a une tendance à placer son membre inférieur en flexion plantaire. Le malade lève fortement le genou, donc il va compenser, puis lance sa jambe en avant afin d'éviter que la pointe de piste s'accroche au sol. Alors, il existe également un déficit de l'éversion du pied par atteinte des péronées latéraux, c'est-à-dire le patient ne peut pas donc, porter sa plante du pied ou bien son pied en haut et en latéral. Amyotrophie de la loge antéro-externe de la jambe. Donc, les muscles qui sont innervés par ce nerf, siègent au niveau de la loge antéro-externe, ils vont être amyotrophiés. Alors, syndrome sensitif, on va avoir une hypoesthésie de la face dorsale des premiers orteils et du dos du pied, ainsi qu'au niveau de la face antéro-externe de la jambe. Différence clinique, parce qu'à la fin de compte, le nerf donc sciatique poplité externe, c'est le L5 jusqu'au niveau de S1. C'est les deux racines qui touchent, qui donnent donc ce nerf. Mais la racine majeure, c'est L5. Mais comment différencier entre l'atteinte uniquement radiculaire et tronculaire? Dans cette situation, en cas d'atteinte de L5, il existe un déficit du moyen fessier. Ça veut dire un déficit encore plus haut. C'est un muscle abducteur d'ailleurs, mais il n'y a pas de déficit du jambier antérieur. Quand on a une atteinte uniquement de L5, donc vous en avez uniquement le jambier antérieur qui est épargné. À l'inverse, en cas d'atteinte de la sciatique poplitée externe, il existe un déficit du jambier antérieur, mais le moyen fessier n'est pas concerné. Ça, c'est un outil pour essayer de différencier la topographie de la lésion donc présentée par les patients. Alors, dans les atteintes diffuses, on a le premier tableau clinique, c'est les polyaradiculonévrites, bien les polyradiculoneuropathies, vous avez un cours spécifique pour ça. On a les fibres nerveuses sont atteintes de façon globale, tant au niveau des racines que de l'extrémité distale. Le fait le plus caractéristique est donc la possibilité d'atteinte des muscles faciaux et respiratoires. Et c'est pour ça qu'on a un pronostic vital qui est mis en jeu lors de cette pathologie. L'installation peut être rapide, comme dans le syndrome de Guillain-Barré, caractérisé par survenue en quelques jours d'un déficit sensitivo-moteur des 4 membres, donc proximaux et distaux. L'extension au nerf crânien se manifeste par une paralysie faciale bilatérale, une atteinte des muscles oculomoteurs, une surveillance attentive de la déglutition et de la respiration est important dans ces situations. Parce que souvent, c'est ce qui cause la mortalité de cette maladie. C'est l'atteinte des muscles respiratoires surtout, éventuellement les fausses routes causées par les troubles de la déglutition, par l'atteinte des nerfs crâniens. Tous les réflexes ostéotendineux dans l'atteinte de la polyradiculoneuropathie sont abolis. Il existe souvent une hyperprotéinorachie isolée sans élévation du nombre cellulaire. C'est la dissociation adénocytologique. Alors, l'évolution peut être donc favorable avec une récupération qui peut être rapide dans certains cas. Les polyneuropathies, c'est une autre forme d'atteinte diffuse. Dans cette situation, les polyneuropathies, on n'a pas une atteinte proximale, on n'a pas l'atteinte des racines. Elle résulte de l'atteinte diffuse du système nerveux périphérique en général, en rapport avec une maladie générale, soit une carence vitaminique essentiellement. Dans le cadre d'un diabète, c'est les deux causes majeures, ou parfois dans le cadre d'une maladie inflammatoire ou bien une maladie auto-immune, systémique.
toutes les fibres contenues dans le nerf périphérique, sont touchées et les plus longues souffrent néanmoins en premier. Ça veut dire les nerfs les plus longs sont les premiers à être atteints, ce qui explique la topographie distale, et donc aussi bien sur le plan moteur que sur le plan sensitif. Se traduit cliniquement par un déficit moteur, surtout dans les muscles distaux des membres inférieurs, notamment la loge antéro-externe. Ça s'exprime par un steppage, c'est le premier signe parfois qu'on retrouve dans les polyneuropathies. Les troubles sensitifs sont souvent au début limités aux douleurs, crampes, des paresthésies, avant que ne s'installe un déficit sensitif en chaussettes, en membre inférieur, et plus tard en gants, en membre supérieur, intéressant toutes les modalités de la sensibilité. Ici également, dans les atteintes périphériques, les polyneuropathies, on a toutes les modalités de sensibilité sont concernées, aussi bien donc, la tactile, la douloureuse et la thermique, et même la proprioceptive. Les réflexes sont touchés, et le premier réflexe habituellement atteint, c'est le réflexe achillien, donc S1 qui est au membre inférieur. Ils sont habituellement aboutis. Les troubles trophiques et vasomoteurs sont habituels, surtout parce que c'est des maladies qui évoluent sur une longue période. Donc, on va avoir les troubles trophiques avec donc, un mincissement de la peau, un œdème, donc on trouble vasomoteur. On peut avoir également donc, une froideur des extrémités, rarement une cyanose, et une desquamation également des fanales de la peau, chute de poils, bien perte des poils. Tout ça, c'est des signes qu'on peut avoir dans les polyneuropathies. On a également les mononeuropathies multiples. Si c'est une atteinte successive, souvent, de plusieurs troncs nerveux, parfois simultanés, mais souvent c'est successif, c'est-à-dire on commence par un seul nerf, par la suite deuxième nerf, ainsi de suite, jusqu'à arriver à plusieurs nerfs, aussi bien au membre supérieur qu'au membre inférieur. Le plus souvent, ils sont dus à une catégorie de pathologies qui sont les vascularites. Donc, c'est une maladie inflammatoire systémique, soit auto-immune, soit sans anticorps spécifiques. Alors, comment on va explorer l'atteinte du système nerveux périphérique? On a une exploration physiologique spécifique, c'est l'électrophysiologie, c'est l'électroneurommyogramme. Ça va permettre de préciser le siège de la lésion, de préciser le type de lésion, éventuellement la sévérité de la lésion et l'étendue de la lésion. Donc, 4 éléments qui sont importants dans l'EMG ou bien l'électroneurommyogramme. Et habituellement, on le réalise donc dès qu'on aura les symptômes spécifiques du syndrome neurogène. C'est un outil parce qu'à la fin de compte, les mécanismes lésionnels du système nerveux périphérique, ça peut intéresser soit le corps cellulaire, soit donc le tronc, c'est-à-dire l'axone. Et dans l'axone, ça peut intéresser l'axone en elle-même, soit la gaine de myéline qui entoure ces axones. Et ça, donc chaque type de lésion a sa spécificité sur le plan électrophysiologique. Habituellement, l'atteinte de la gaine de myéline, ça va avoir une réduction des vitesses de conduction, alors que l'atteinte axonale en elle-même, on va avoir une réduction des amplitudes des potentiels d'axone. Ça, c'est, entre guillemets, les éléments d'orientation. Ça, c'est le spécialiste qui va préciser. On a également le pseudoscan, c'est un dernier né depuis quelques années. C'est un moyen qui est plus fiable pour explorer l'atteinte du système autonome. Ça permet donc de voir est-ce qu'on a une atteinte autonome. Et c'est vraiment très bénéfique pour détecter les neuropathies chez les diabétiques. Le système autonome est le plus souvent le premier à être atteint dans une neuropathie diabétique, et c'est un témoin de sévérité de l'évolutivité des complications neurologiques du diabète. Notre outil, c'est anatomopathologie, c'est donc une biopsie des nerfs pour essayer, soit des nerfs, soit du muscle, pour essayer d'apprécier un petit peu le mécanisme et éventuellement la cause de cette atteinte du système nerveux périphérique. On a également l'étude du liquide céphalo-spinal. On a vu que dans les PRNA, les polyradiculoneuropathies, on a cette dissociation. Dans d'autres situations, on peut avoir un syndrome inflammatoire local ou bien une atteinte, une réaction cellulaire qui peut nous orienter vers des causes spécifiques, soit infectieuses, soit inflammatoires. L'échographie des plexus est un nouveau-né également de l'exploration des nerfs périphériques. On a l'échographie donc qui peut voir tout au long du plexus, donc s'il y a une atteinte éventuellement, soit compressive surtout, on recherche ça, la compression, mais une section au niveau d'un plexus, surtout en traumatologie. L'IRM des racines également est très intéressante, parce qu'elle peut explorer l'ensemble des racines qui sont difficiles à explorer par l'EMG, par l'électroneurographie. Donc l'IRM, c'est une
c'est très intéressant, des atteintes radiculaires post-radiques, après une radiothérapie. Souvent, les cancéreux, quand ils font une radiothérapie, après un certain temps, cette radiothérapie peut entraîner des lésions chroniques des racines et des plexus qui peuvent aboutir donc à une symptomatologie neurologique plusieurs années après, qui peut être vraiment très gênante. Et pour la détecter, on a besoin parfois de l'IRM. Alors, le bilan biologique, on a besoin d'une FNS, donc pour rechercher éventuellement des éléments en faveur d'une maladie hématologique carentielle souvent, dosage de la vitamine B12, des anticorps antispécifiques pour certains constituants de la gaine de l'aluminium, constituants du nerf périphérique, bilan de vascularite, parfois des néoplasies, parce que parfois les néoplasies peuvent donner des anticorps, on les appelle onconeuronaux, et ça, ces anticorps peuvent attaquer les systèmes nerveux, soit central, soit périphérique. On a les hémopathies, hein, dans certains hémopathies, l'exemple type qu'on donne, c'est les gammapathies qui peuvent donner une atteinte neurogène périphérique qui parfois c'est la première expression. Alors, la prise médicamenteuse, également, certains médicaments sont connus, qui peuvent donner des raisons, une toxicité du système nerveux périphérique. L'exemple type, c'est l'isoniazide, celui qui est utilisé dans le traitement de la tuberculose, parce qu'il est fortement donc, neurotoxique et ça donne une sémiologie spécifique. Les autres toxiques, ça peut être le plomb, ça peut être donc certains également métaux lourds qui peuvent entraîner donc des manifestations toxiques. Ça, j'ai terminé un petit peu mon cours. Ça, c'est une référence si vous voulez lire plus. C'est vraiment très intéressant à le lire. Il est disponible sur le net. Je vous remercie. J'ai terminé donc mon TD. J'attends votre éventuellement question si vous en avez. D'accord, monsieur. Vous veuillez patienter quelques instants. Oui, je patiente. Le moment de taper leurs questions. Oui. J'espère qu'on n'a pas eu une interruption. Non, non, non. Tout était impeccable. Il y a un son terrible. الحكم le temps برك qu'il tape leur question en quelques instants. Oui, oui. Oui, on va tenter 2 minutes ou 3. Alors, je commence à répondre pour la première question. Dans le déficit sensitif, normalement, on a une anesthésie. Je n'ai pas compris pourquoi on a une hyperesthésie. C'est une excellente question, à la fin de compte. Vous pouvez avoir, quand on a une rupture de transmission de l'influx nerveux, on va avoir une anesthésie ou bien une hypoesthésie. Mais pourquoi on va avoir une hyperesthésie? En fin de compte, vous savez, l'hyperesthésie, c'est quoi? C'est la perception excessive d'une stimulation. Le nerf sensitif, il va transmettre un influx nerveux provenant, bien sûr, d'une stimulation d'un récepteur, ça veut dire au niveau de la peau ou bien au niveau des organes. Mais pourquoi on va avoir une sensation exagérée? Tout simplement parce que quand on a une lésion du nerf, vous savez, quand on a surtout les lésions de la gaine de myéline, hein, on peut avoir notre donc de gaine de myéline, même axonale, on va avoir une régénération de ce nerf. Alors, la régénération parfois provient de plusieurs troncs nerveux qui sont adjacents. Ce qui fait que vous allez avoir, quand vous avez stimulé, au lieu de voir un trajet unique pour la perception de la sensibilité douloureuse au niveau d'un seul endroit, on va avoir cette transmission se fait vers plusieurs nerfs. Et vous allez avoir une extension de la lésion de perception de la douleur et également exagération de l'intensité. Alors, parfois, dans le cadre de réminisation, donc, on va avoir, j'allais dire, je peux vous dire ça, mais c'est pour vous rapprocher un petit peu la chose, c'est qu'on va avoir donc des anomalies
savez qu'il y a un mécanisme au niveau de la moelle épinière, un gate control, on appelle comme ça un gate control. Et ça, l'objectif de ce gate control, c'est des pôles de contrôle, si vous voulez, c'est qu'après un certain seuil, on va avoir une inhibition de la stimulation. C'est pour ça que quand on fait, par exemple, une douleur comme ça, hein, donc vous allez sentir la douleur et à un certain temps, ça va disparaître. Ça ne va pas persister, d'une part, et ça ne va pas s'étendre aux autres régions. Alors, quand ça a lésion au niveau des neurones à l'intérieur donc, de la moelle ou bien au niveau du ganglion postérieur de la moelle, ça, on peut avoir une extension avec une hyperesthésie. C'est la cause. Donc, on va avoir perte de ces gates control qui peuvent entraîner. Donc, on a deux mécanismes pour lesquels expliquer cette hyperesthésie. La douleur, tout simplement, puisqu'à la fin de compte, la douleur, quand on a une irritation d'un nerf, le nerf va déclencher un influx nerveux. Cette irritation peut être par l'inflammation, par le mécanisme auto-immune, par compression, par traumatisme, par section, comme vous voulez. Et cette donc, lésion du nerf, il va faire une transmission, un déclenchement d'un influx nerveux qui va y aller vers donc, les centres de la douleur, donc le centre de la perception au niveau du thalamus, et on va percevoir une douleur. C'est logique. Alors, je pense qu'il y a une autre question. Je ne vois pas d'autres questions. J'espère que j'ai répondu à la première question. C'est clair? Apparemment, c'est clair, on n'a pas d'autres questions. Ok. Merci à vous. Merci Rami. Hein. Donc, j'espère que j'ai terminé je crois, mes cours avec vous. Et bon courage. Bon courage pour l'examen éventuellement et pour votre cursus. Allez, au revoir. Hakim, merci beaucoup.